Nous avons une information de dernière minute. L'activiste conservateur Charlie Kirk a été tué après avoir été touché par balle au cou lors d'un rassemblement en plein air sur le campus de l'Université de la Vallée de l'Utah, à Orem, dans l'Utah. Voici les dernières informations confirmées dans cette édition spéciale de On the Case par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. De nouveaux détails émergent, mais le président Donald Trump a annoncé que Charlie Kirk, activiste conservateur, est décédé après avoir été abattu aujourd'hui lors d'un événement près de Salt Lake City, à Orem, Utah. Voici la publication sur Truth Social que le président a partagée, écrivant que le grand et même légendaire Charlie Kirk est mort. Personne ne comprenait ou n'avait le cœur de la jeunesse des États-Unis d'Amérique mieux que Charlie. Il était aimé et admiré de tous, particulièrement par moi. Il n'est plus parmi nous. Mélania et moi présentons nos condoléances à sa femme Erika et à sa famille. Charlie, nous t'aimons. Charlie Kirk était un militant conservateur, très actif sur les réseaux sociaux et un grand soutien de Donald Trump. Il est devenu l'un des jeunes visages du mouvement Make America Great Again. Il fut l'un des fondateurs de Turning Point États-Unis d'Amérique, une grande organisation politique défendant les causes conservatrices. Kirk était en tournée de retour à travers l'Amérique. Il se rendait dans des universités à travers tout le pays et prenait la parole sur les campus. Aujourd'hui, une étape a eu lieu à l'Université de la Vallée de l'Utah, située à Orem, à 45 minutes au sud de Salt Lake City. C'est une université d'environ 45 000 étudiants et des milliers de personnes écoutaient Kirk parler au moment où il a été abattu. À l'heure où nous faisons ce reportage, la police indique qu'un suspect est toujours en fuite. Au début, une alerte sur le campus annonçait l'arrestation d'un suspect. Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient l'interpellation d'un homme plus âgé. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances cela s'est produit, mais il est rapporté que cet homme n'est pas le tireur qui a tué Charlie Kirk. Un porte-parole de l'école a déclaré au New York Times qu'un seul coup de feu avait été tiré sur Charlie Kirk depuis un bâtiment du campus à environ 200 mètres de l'endroit où Kirk était assis. Selon l'école, Charlie Kirk a été évacué du campus par son équipe de sécurité. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant la fusillade et la mort de Charlie Kirk, et nous ne pouvons pas vous montrer cette vidéo. Elle est tout simplement trop choquante pour être diffusée ici. C'est extrêmement troublant. Mais dans cette vidéo, on peut voir que Kirk est touché. Il réagit au coup de feu en tombant de sa chaise. On peut entendre ce seul coup de feu tiré. On voit aussi la balle toucher Kirk dans la vidéo et on voit du sang sortir de son corps. Ensuite, c'est le chaos parmi les milliers d'étudiants et de personnes venues de l'écouter qui courent pour se mettre en sécurité. Un employé de Law and Crime a un proche étudiant à l'Université de la Vallée de l'Utah. Et voici les messages textes qu'ils se sont envoyés dans les instants qui ont suivi la fusillade. Vous pouvez voir qu'elle dit qu'elle va bien. Citation : « Je me cache en ce moment. Je t'aime. » Elle a expliqué qu'il y avait eu une fusillade, qu'elle allait bien, mais que l'école était confinée et qu'elle se cachait avec d'autres. Ce matin, après l'annonce, j'ai échangé avec l'ancien agent du FBI Colin Schmidt. Nous avons parlé avant que la nouvelle ne tombe que Kirk était mort. À ce moment, il était signalé qu'un tireur était en garde à vue. Nous avons beaucoup parlé de ce à quoi ressemblera cette enquête à l'avenir et des accusations qu'un tireur, s'ils sont arrêtés, pourraient encourir. Voici notre conversation. Nous accueillons Colin Schmidt, ex-agent du FBI, heureux de vous recevoir sur Law and Crime. Et merci d'être avec nous alors que tant d'informations se développent en ce moment. Nous savons qu'il y a des étudiants qui sont actuellement confinés sur ce campus. Pour ceux actuellement engagés dans les forces de l'ordre, que font-ils à ce stade ? Eh bien, d'après ce que j'ai compris en ligne, ils auraient peut-être déjà un suspect en garde à vue. Mais l'un des gros problèmes lorsqu'il y a une fusillade dans un lieu en plein air, c'est l'autodéploiement et le fait que de nombreux agents des forces de l'ordre arrivent sur les lieux et doivent essentiellement s'organiser. Donc, très probablement, la police de l'État de l'Utah a déjà installé un poste de commandement pour rassembler les gens à un endroit où ils peuvent organiser leurs enquêteurs de scènes de crime. Ensuite, ils vont se déployer, interroger les gens et déterminer s'il s'agit d'un tireur isolé ou d'un complot impliquant d'autres personnes. C'était justement ma prochaine question. Je sais que les forces de l'ordre s'entraînent tôt pour cela. Mais il y a un chaos avec autant de personnes dans ce type de cours universitaire. Il court. Cette personne, il semble que nous ne connaissions pas encore son identité, est en garde à vue.
Comment vous assurez-vous dans tout ce chaos qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui fait partie de cela? Eh bien, vous ne pouvez vraiment pas. Vous savez, il semble qu'il y ait environ 5 à 10 000 personnes qui courent dans toutes les directions. La seule chose à faire, c'est de commencer à la source, c'est-à-dire le tireur. Ils l'ont immédiatement identifié. Il semble qu'il ait peut-être tiré depuis la foule et il est probable qu'il va s'avérer que les gens autour de lui l'ont maîtrisé, pour ainsi dire, ou l'ont retenu. Ensuite, il faudrait enquêter logiquement en l'interrogeant, récupérer et analyser son téléphone, puis parler aux personnes présentes. Et ensuite, franchement, déterminer s'il y a quelqu'un qui l'a financé ou poussé à faire cela ou s'il s'agit simplement d'un tireur isolé. Tout cela concerne ceux qui regardent. Cette histoire vient juste de tomber pour nous il y a 10 ou 15 minutes. C'est donc très récent, cela vient d'arriver. À quelle vitesse interrogez-vous ce suspect? Eh bien, ils vont devoir être prudents parce qu'ils ne veulent pas le pousser à demander un avocat, pour ainsi dire, même si c'est son droit. Vous voulez faire venir des professionnels, le mettre dans une voiture, l'isoler et commencer à lui parler immédiatement pour obtenir des aveux, pour ainsi dire. Il est en garde à vue, donc il aura un interrogatoire et il faut lui lire ses droits, Miranda. Et en gros, la chose la plus importante pour eux, c'est de savoir s'il était seul ou s'il y a d'autres personnes impliquées. D'après les photos en ligne, si c'est bien le suspect, il semblait avoir entre 65 et 70 ans blanc, homme, un monsieur âgé. Donc je soupçonne qu'il s'agit d'un tireur isolé et c'est quelque chose qui couvait en lui depuis longtemps. Et ils vont finir par découvrir tout cela. Je pense aussi, j'ai vu cette photo, mais nous ne la montrons pas pour l'instant, car nous ignorons officiellement si c'est la personne. Dans certains cas, comme la fusillade lors du défilé du Super Bowl des Kansas City Chiefs, une personne n'a même pas été arrêtée. Donc cette photo circule sur les réseaux sociaux. Si c'est bien cette personne, je pense que pour les forces de l'ordre, ce serait difficile, car il est au sol, et certains voudraient qu'on les laisse partir pour éviter leur implication. Je peux comprendre qu'il serait vraiment en colère contre cette personne et voudrait s'en prendre à lui, et vous voulez vous assurer d'avoir votre suspect. Cependant, ces personnes pourraient aussi être des témoins. Comment gérez-vous ce chaos? Eh bien, la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de chaos. Donc, ils vont vous envoyer beaucoup de renforts. Plus d'agents, des agents en uniforme vont arriver sur place. Ils vont gérer la foule, puis interroger ceux qui ont probablement été en contact ou présents près de lui, car ils resteront sur place, ce qui relève du bon sens. Ils vont demander, quelqu'un sait ce qui s'est passé? Et comme cet événement est très partisan, il y aura des gens qui seront ravis de parler et de coopérer avec les forces de l'ordre. À partir de là, on construit, car la plupart du temps, les gens ne vont pas à des événements comme celui-ci seul, mais avec des amis. Quelqu'un connaîtra une personne ayant vu quelque chose. Ensuite, vous mènerez l'enquête. Il y a des photos, des images, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux du moment où Charlie Kirk a été abattu. Il semble qu'il ait été touché au cou, selon l'école, et une alerte indiquant qu'il s'agissait d'un seul coup de feu tiré depuis la foule par un suspect qui serait maintenant en garde à vue. Environ 5000 personnes regardent probablement ce discours. Je crois que c'était la séance de questions pour savoir si c'était la sécurité privée ou la police présente. Je veux dire, comment scanne-t-on réellement une foule pour essayer de repérer quelqu'un qui pourrait être armé et tenter de faire quelque chose comme ça? C'est du bon sens. Vous irez vers le bruit, puis vers le flash ou la fumée du canon. Et donc, il semble très probablement, il apparaît que s'il est bien la personne qui l'a fait, il y avait des gens autour de lui qui l'ont vu sortir le long fusil ou peu importe, parce que ça ne ressemble pas à un tir de pistolet. Et franchement, ils l'ont retenu. Et à partir de là, les forces de l'ordre viendront et mèneront leur enquête. Et pour ces événements politiques, je veux dire, pour appuyer votre propos, Turning Point, c'est un groupe très partisan de politique conservatrice. Ce n'était pas un concert de rock, mais un rassemblement politique. Pour les forces de l'ordre local, comment se prépare-t-elle dans les jours précédents? Je sais aussi qu'il est actuellement en tournée. Il a fréquenté de nombreuses universités. Même juste avant ce discours, il devait ensuite aller au Colorado. Comment se prépare-t-on avant un événement qu'on sait très intense émotionnellement? Eh bien, en quelque sorte, techniquement, il n'est pas une personne protégée comme le président ou d'autres.
Donc, cela va dépendre de chaque département individuellement et de la façon dont ils veulent gérer la situation. Ils vont obtenir de l'Utah ou de l'école l'agenda pour voir quand il est là, quand il arrive. Et ensuite, ils feront probablement une analyse des réseaux sociaux pour voir s'il y a des menaces ou quoi que ce soit d'autre. Et puis Charlie Kirk, il a probablement son propre personnel de sécurité. J'espère qu'ils vont faire une évaluation des menaces pour voir s'il y a quelqu'un, des harceleurs, quelqu'un qui le suit partout. Mais le problème avec un événement comme celui-là, c'est que les forces de l'ordre n'ont pas les ressources pour établir un périmètre et faire passer les gens par un détecteur de métaux, comme le ferait le Secret Service. Donc, et même dans ce cas, évidemment, Donald Trump a été blessé par balle. Donc, ces événements, maintenant, on dirait qu'on entre dans une ère d'assassinat politique. En fait, nous sommes déjà entrés dans cette ère. Et j'ai peur pour toutes ces personnalités publiques, surtout du côté droit, de ce qui va arriver. Parce que je pense que pour ces événements, et c'est, tu sais, pour appuyer ton propos, tu ne peux pas contrôler chaque personne qui entre dans certains de ces lieux en plein air. Comme nous l'avons vu à Butler, en Pennsylvanie, avec le président Trump, il peut y avoir des failles de sécurité. Mais je pense aussi aux équipes de sécurité privée, au coût de tout cela en amont de l'événement. J'imagine comment, et je sais que c'est une question qu'on ne pourra pas résoudre ici, mais à ce stade où les gens s'expriment très ouvertement, c'est leur droit, même si tu n'es pas d'accord avec leurs convictions politiques, d'organiser ces événements et de les tenir pacifiquement. Comment organiser ces événements tout en évitant qu'une personne armée et en colère n'intervienne ainsi? Des événements en intérieur. Oui, il va falloir utiliser des stades de basket, des stades fermés où vous pouvez contrôler l'accès et où vous n'avez pas besoin d'installer des barrières supplémentaires et tout ce genre de choses. Et puis, tous ces lieux ont déjà leur propre détecteur de métaux. Ils sont déjà prévus pour accueillir de grandes foules et ils sont déjà équipés pour empêcher les gens d'apporter des armes à feu lors d'un événement. Donc, tous ces événements vont devoir se dérouler en intérieur s'ils veulent vraiment prêter attention à la sécurité. Quelle est la procédure lorsqu'on a cette personne qui commet ce crime? Et si c'est cette personne qu'on voit sur les réseaux sociaux qui l'a fait ou quelqu'un d'autre, disons simplement qu'ils n'ont pas de pièce d'identité sur eux. Comment faites-vous pour savoir qui ils sont? Il suffit de leur parler. Ils vont faire un fiche d'intervention ou un entretien sur le terrain avec lui. Ce n'est pas lié à Miranda. Ils vont juste lui demander son nom et son identité. Et très probablement, il aura une sorte de pièce d'identité sur lui, un portefeuille ou autre. Ensuite, prenez son téléphone portable et obtenez son accord pour l'ouvrir. Vous découvrirez alors toute son histoire de vie. L'étape suivante serait, semble-t-il, que le FBI s'implique rapidement et qu'il soit finalement confié à une équipe du FBI et de la police de l'État, de l'Utah ou d'une autre force de l'ordre. Et ils vont l'interroger ou l'auditionner ensemble pour s'assurer qu'il ne laisse aucune pierre non retournée. Charlie Kirk est un influenceur, un activiste. Il n'est pas un homme politique ni un élu qui relèverait d'un employé fédéral. Mais le fait que le FBI s'implique dans cette attaque à motivation politique, à quoi cela ressemble-t-il en termes d'accusations fédérales par rapport aux accusations dans l'Utah? Eh bien, je pense que dans un cas comme celui-ci, ils vont examiner les droits civiques, car il est très probable que cette personne s'en soit prise à Charlie Kirk à cause de ses opinions politiques. Et cela pourrait recouper une violation des droits civiques, ainsi que je devrais consulter le code pénal ou Internet pour voir s'il existe des lois concernant les tentatives d'assassinat, car il n'est ni président en exercice, ni ancien président, ni membre du première famille. Mais au final, avec cette administration, ils trouveront certainement un moyen de l'inculper, à mon avis, au niveau fédéral. Ils vont lui jeter le livre. Et puis l'Utah va évidemment aussi porter des accusations contre lui. Donc il est probable que ce monsieur ne verra probablement jamais la lumière du jour en dehors de la prison. Non, et je pense aussi à ce qui est arrivé au président Trump à Butler, en Pennsylvanie, et même sur le terrain de golf à West Palm Beach, où une menace a été stoppée. Cet événement avec Charlie Kirk rappelle ce qui est arrivé à Gabby Gifford lors de sa campagne. Vous savez, ces personnalités politiques, elles y sont élues ou non. Je veux dire, elles sont devenues des cibles majeures. Et il y a eu beaucoup d'attention portée sur les services secrets, la police locale. On entend souvent parler aussi de formation pour les fusillades dans les écoles. Au cours de votre carrière et de votre temps passé au FBI, comment la formation a-t-elle évolué ou peut-être l'attention portée à ce type d'événement a-t-elle changé alors que de plus en plus de ces événements semblaient se produire?
Vers le milieu de ma carrière, nous avons commencé la formation pour tireurs actifs après Columbine. Et ensuite, cette formation pour les tireurs actifs a commencé à évoluer ou en fait à devenir plus sophistiquée. Donc, chaque agent reçoit une formation pour les tireurs actifs, que ce soit à l'académie ou lorsqu'il l'obtient sur le terrain. Donc, c'est l'élément le plus important. Même, vous savez, avant, les agents du FBI n'étaient pas ceux qui allaient répondre à ce genre de situation. Ils comprennent désormais que tout agent des forces de l'ordre, qu'il soit d'État, fédéral ou local, doit être prêt à affronter un tireur actif et formé pour neutraliser cette menace. Quels sont certains des éléments de preuve que vous devez recueillir? Parce qu'il va y avoir une tonne de témoins qui ont vu ce type le faire. Toutes ces preuves sont là. Ils ont probablement l'arme utilisée. Quelles autres preuves vous faudra-t-il dans cette affaire? Eh bien, ce sera tout ce qu'il avait dans ses poches. Ils vont établir une chronologie à partir du moment où il a tiré, puis probablement remonter 48 ou 72 heures en arrière. Et ensuite, chaque minute de sa vie, ils vont s'efforcer pour les dernières 72 heures d'identifier exactement où il était et avec qui il parlait. Et puis, un autre sous-ensemble des preuves qu'ils vont recueillir sera constitué des entretiens avec toutes les personnes avec qui il a interagi avant l'événement ou en ligne et sur les réseaux sociaux. Et puis, l'autre chose, c'est que cet homme aura très probablement un long historique de visionnage d'événements politiques. Et cela servira également de preuve pour déterminer quelles étaient ses intentions. Et franchement, l'intention est essentiellement l'endroit où la loi fédérale et la loi de l'État, d'ailleurs, entreront vraiment en jeu et détermineront de quoi ils peuvent l'inculper. Et avec, je pense aux droits Miranda, et vous savez, s'il fait des déclarations avant qu'on lui lise ses droits Miranda, peut-être qu'il avait quelque chose qu'il voulait dire en faisant cela. À quel moment, lors d'une fouille, êtes-vous autorisé à le fouiller et à lui retirer ses objets? Et à quel moment votre accès à ce suspect est-il coupé parce qu'il demande un avocat, peut-être après que vous lui ayez lu ses droits Miranda? Vous mentionnez les aveux spontanés. La plupart de ces policiers parlent des caméras corporelles. Donc, s'il a fait ça, ce sera enregistré. Et puis, en ce qui concerne ce qu'il a dans ses poches ou sur lui, selon Terry ou l'arrêt Terry de la Cour suprême, vous pouvez le fouiller pour la sécurité publique ou celle des agents de police. Et à ce moment-là, tout ce qu'il a sur lui sera mis de côté. Pour fouiller le téléphone sans consentement, ils devront obtenir un mandat de perquisition, ce qui ne posera pas problème. Et l'étape suivante consiste à obtenir des mandats de perquisition pour tous les lieux où il a séjourné ou s'est rendu ces 72 dernières heures. Ensuite, si le FBI est impliqué dans cette affaire et qu'ils examinent son passé, vous avez la police locale du campus. Il se peut aussi que la police de l'État de l'Utah soit impliquée dans cette affaire. Et lorsqu'il s'agira de l'interroger plus tard aujourd'hui ou à un autre moment, qui sera la personne assise en face de lui dans la pièce? Le FBI ne peut pas juste arriver et tout contrôler, contrairement à ce qu'on voit dans les films des années 70. Ils doivent. Ils sont déjà en relation avec la police de l'État de l'Utah et celle du campus. Souvent dans ma carrière, mes meilleurs amis étaient les policiers avec qui je travaillais. Alors, ils vont demander s'ils peuvent participer et c'est à la personne qui contrôle les poursuites de déterminer qui sera dans cette salle d'interrogatoire. Si le bureau du procureur des États-Unis ou le gouvernement fédéral prend le relais, il pourrait demander au FBI de diriger l'enquête. Je peux presque garantir qu'il y aura un agent local, un du NFBI et un du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives dans cette salle d'interrogatoire. Ils sont là aussi et ils ont leur mot à dire. Nous verrons comment cela évoluera. Une grande partie de cette histoire se développe encore à Orem, Utah. L'agent du FBI à la retraite, Colin Schmidt, merci d'être avec nous sur Law & Crime. Merci à vous. Nous resterons attentifs à cette affaire. Suivez-nous sur Law & Crime. C'est tout pour cette édition spéciale dans The Case présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Spotify. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.